Donc, la commission reprend maintenant ses travaux. Je souhaite la bienvenue aux représentants de l'Association québécoise des cadres scolaires. Donc, nous avons avec nous aujourd'hui M. Jean-François Parent, Mme Julie Larouche, Mme Marie-France Dion et Mme Karine Labelle. Je vous rappelle que vous avez 10 minutes pour nous présenter votre exposé. Par la suite, nous débuterons les échanges avec les membres de la commission. Donc, peut-être d'entrée de jeu, vous présenter et nous faire par la suite votre exposé. Je vous laisse la parole. Bien, merci. Alors, Madame la Présidente, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les députés, bonjour, mon nom est Jean-François Parent, je suis PDG de l'Association québécoise des cadres scolaires. Je vous remercie de nous permettre de vous présenter nos recommandations à l'égard du projet de loi 23. Je suis accompagné aujourd'hui de Mme Julie Larouche, qui est présidente de notre conseil d'administration et qui est également coordonnatrice du transport scolaire et des services alimentaires au CSS de la Pointe-de-l'Île. Mme Marie-France Dion, secrétaire générale et directrice du service du secrétariat général et des communications au Centre de services scolaires des Mille-Îles, et Mme Karine Labelle, directrice adjointe des services éducatifs au Centre de services scolaires Marie-Victorin. Précisons d'abord que l'Association québécoise des cadres scolaires représente plus de 3000 cadres œuvrant au sein de 72, dis-je bien, centres de services scolaires et commissions scolaires du Québec. Ces gestionnaires occupent des fonctions de conseil et d'encadrement dans les centres administratifs, les centres d'éducation aux adultes, de formation professionnelle, ainsi que dans les établissements primaires et secondaires. De prime abord, notre association accueille favorablement plusieurs modalités du projet de loi 23, ainsi que la recherche d'efficience qui semble motiver le ministre. Les dispositions à l'égard de la gestion du transfert des élèves, de l'offre de services éducatifs à distance et de la mise en place de l'Institut national d'excellence en éducation sont, entre autres, tout à fait louables. Toutefois, notre association est préoccupée par l'impact d'une éventuelle entente annuelle de gestion et d'imputabilité. L'AQCS tient à rappeler que les plans d'engagement vers la réussite permettent déjà au ministère d'effectuer une veille sur les orientations et les réalisations des centres de services scolaires. Selon la loi sur l'instruction publique, les PEVR doivent être en cohérence avec les orientations et les objectifs du plan stratégique du ministère. Tel que présenté dans le projet de loi, l'entente annuelle de gestion et d'imputabilité semble avoir préséance sur les PEVR. Il deviendra très difficile pour un milieu d'atteindre ses objectifs si le ministère prévoit de nouvelles cibles d'une année à l'autre alors que le PEVR est établi pour 4 ans. L'AQCS anticipe des enjeux sur le plan de la mobilisation dans les CSS si, après une année de déploiement d'un PEVR, des objectifs différents sont présentés dans l'entente de gestion et d'imputabilité. L'AQCS recommande donc de clarifier la place du plan d'engagement vers la réussite d'un CSS comme outil de suivi de l'atteinte des cibles ministérielles. Dans l'éventualité où l'entente de gestion et d'imputabilité comprend des objectifs ou des cibles portant sur l'administration, l'organisation ou le fonctionnement d'un CSS, les cadres scolaires devraient être associés au préalable afin d'identifier de bonnes pistes et permettre à terme l'atteinte des cibles ou des objectifs visés. Si l'entente de gestion et d'imputabilité demeurait sur une échéance d'1 an, nous recommandons que ces cibles s'inscrivent dans la continuité et la prévisibilité en concordance avec les PEVR. Par ailleurs, selon notre association, les changements à la gouvernance prévus au projet de loi affaiblissent les pouvoirs des administrateurs des centres de services scolaires, notamment en leur retirant la responsabilité de recruter une direction générale correspondant à un profil adapté aux besoins du milieu. En retirant au conseil d'administration des CSS le rôle de sélection et d'embauche d'une direction générale bien au fait des enjeux locaux, on s'éloigne du principe de subsidiarité. Dans ce contexte, l'AQCS souhaite que la nomination d'une direction générale demeure sous la responsabilité du CA d'un CSS. Si le ministre ne pouvait donner suite à cette demande, l'AQCS propose d'associer les conseils d'administration au processus de nomination des directions générales. Par ailleurs, l'AQCS demande qu'une disposition soit prévue au projet de loi quant à la nomination du personnel cadre par la Direction générale des centres de services scolaires, en vertu des politiques de gestion de chaque centre. En matière de formation continue, notre association estime que le personnel enseignant, avec l'approbation des autorités compétentes du CSS, devrait pouvoir conserver la latitude de la sélection des formations les plus appropriées en fonction des besoins éducatifs, de la clientèle et de la réalité du milieu. Pour ce faire, il faudra s'assurer que les directions d'établissement et les centres de services scolaires ont les leviers nécessaires pour mesurer la pertinence et la validité de la formation
ainsi que le temps qui y est consacré. La QCS tient maintenant à exposer ses préoccupations quant aux dispositions qui permettraient au ministre d'intervenir en matière d'organisation des services éducatifs, de réussite éducative et sur toute décision d'un CSS. De notre point de vue, les interventions ciblées auprès d'élèves ou de groupes d'élèves appartiennent à l'équipe école et, dans certains cas, aux services éducatifs des CSS. Le ministre ne devrait pas personnaliser ces interventions, mais plutôt faire appel aux acteurs du terrain avant de déterminer des cibles, des outils ou des indicateurs spécifiques en lien avec la réussite éducative d'élèves. Par ailleurs, notre association estime prioritaire que le gouvernement se penche sur un mode de standardisation et de gouvernance des données, sans quoi ces renseignements ne devraient pas être utilisés pour des exercices de comparaison ou de croisement. Nous tenons également à faire une mise en garde sur le plan du traitement d'éventuelles plaintes liées aux services éducatifs des centres de services scolaires. Il serait fâcheux, en effet, que le projet de loi provoque la confusion chez les parents et les élèves et les incite à communiquer directement avec le ministère sans se prévaloir du mécanisme officiel de traitement des plaintes prévu à la loi sur le protecteur national de l'élève, puisque le ministre aurait la possibilité d'intervenir directement en leur faveur. Dans cet esprit, la QCS recommande de laisser au centre de services scolaires, incluant les équipes écoles, le rôle d'analyse des données probantes sur la réussite éducative et d'intervention ciblée auprès des élèves. Et nous recommandons également de préciser au projet de loi les situations qui pourraient susciter l'intervention du ministre quant à l'organisation des services des CSS. La portée du projet de loi 23 donne la possibilité au ministre d'annuler toute décision d'un CSS. Cette centralisation du pouvoir fait fi des expertises en place et risque de poser des enjeux d'ingérence et de mobilisation du personnel. La QCS souhaite rappeler que les CSS disposent de politiques adoptées par leurs conseils d'administration respectifs sur de nombreux sujets, services aux élèves HDAA par exemple, gestion du transport scolaire, critères d'admission et d'inscription des élèves, maintien et fermeture des écoles et autres. Ces politiques traduisent la réalité du territoire et sont élaborées et mises à jour collectivement par les acteurs du milieu. Elles régulent la prise de décision des gestionnaires et des conseils d'administration. En annulant une prise de décision d'un CSS, ce sont les bases du fonctionnement des services éducatifs et administratifs qui sont remises en cause. La QCS recommande donc de limiter la prise de décision possible du ministre sur un CSS, étant donné les effets négatifs probables sur un milieu en matière de mobilisation et d'engagement. Comme nous l'avons mentionné au début de cet exposé, plusieurs dispositions du projet de loi nous semblent porteuses. La QCS se réjouit des mesures qui font en sorte que les CSS deviendront responsables de toute la gestion des renseignements nécessaires pour les transferts d'élèves. Nous proposons de prévoir la création d'un système de gestion documentaire pour organiser les transferts d'élèves ainsi qu'une réglementation appropriée. Notre association est également satisfaite de l'introduction d'une entente possible avec le comité de gestion de la taxe scolaire de l'Île de Montréal, et ce sur une base volontaire. Nous soumettons l'idée d'offrir une latitude encore plus grande aux centres de services scolaires qui souhaiteraient un service à la carte. La QCS accueille favorablement les dispositions pour l'offre de services éducatifs à distance. Nous y voyons l'occasion de favoriser l'équité. Dans le contexte de la forte pénurie de main-d'œuvre, nous suggérons de réviser le baccalauréat en enseignement afin de permettre aux étudiants de se retrouver plus rapidement dans les classes. Enfin, notre association salue le projet de mise en place de l'Institut national d'excellence en éducation, pourvu que son caractère indépendant soit préservé. Nous constatons que le mandat de l'Institut concernera essentiellement les ordres d'enseignement du primaire et du secondaire, auxquels il faudra ajouter, et nous insistons sur ce point, la formation professionnelle et la formation générale des adultes. L'offre des services éducatifs étant déployée en continuum, du primaire au réseau universitaire, nous suggérons qu'un mécanisme de collaboration soit prévu entre l'Institut et le Conseil supérieur d'éducation. En conclusion, la QCS tient à rappeler que ses membres cadres sont fiers de collaborer à bonifier les différents mécanismes de suivi de la réussite éducative qui font l'objet du projet de loi 23. Merci à vous. Merci beaucoup pour cette présentation. Nous sommes maintenant prêts à débuter les échanges. Je cède la parole à Monsieur le ministre. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci pour votre présentation. Sur la collecte,
Bon, vous souhaitez la mise en place d'une méthode de collecte standardisée des données. Bon, vous travaillez, il faut que les gens sachent, là, vous travaillez à l'intérieur des centres de services, donc vous connaissez bien au-delà de de la surface, là, toute la tuyauterie, puis toute la mécanique du fonctionnement d'un centre de service scolaire, c'est vous, là, c'est vous les opérateurs, là. Je le dis en tout respect, là. Pour moi, le mot opérateur ici, c'est très, très, très positif, là. Et donc, je pense que vous êtes à même de nous expliquer quelles retombées positives on pourrait obtenir avec une méthode de collecte standardisée pour ce qui est des données. Quels résultats on pourrait obtenir sur le plan, je dirais, de l'efficacité, mais aussi sur le plan de l'aide aux élèves, de la réussite scolaire. Je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question-là. Oui, puis mes collègues compléteront s'il y a lieu. Plus souvent qu'autrement, on reproche aux centres de services scolaires de ne pas avoir de données, alors qu'en réalité, des gens comme nous, qui sont cadres au service éducatif, aux technologies de l'information, par exemple, au secrétariat général, aux communications, sont des gens qui travaillent beaucoup avec la donnée. On a aussi plusieurs gestionnaires de la donnée et de l'imputabilité. Et on travaille, mais on n'a pas de standard. C'est-à-dire qu'on a certaines données, mais dans certains centres de services scolaires, par exemple, on va exclure une clientèle, en inclure une autre, alors que dans le centre de services scolaires voisin, c'est l'inverse. Et donc... Inclure une clientèle et en exclure une autre, très concrètement, un exemple? Bien, ça pourrait être, par exemple, sur tout ce qui est la question de la diplomation. Alors, si, par exemple, on inclut des élèves qui sont du préscolaire, on ne les inclut pas, par exemple, dans leur cheminement ou autre, et peut-être que quelqu'un pourra donner certaines précisions là-dessus, mais plus souvent qu'autrement, on a des nuances dans la clientèle. Et là, si on développe tous ensemble des standards communs, pour s'assurer que la donnée peut se croiser et que la donnée peut se comparer, nous, on est prêt à contribuer à ça. Parce qu'à l'heure actuelle, on travaille, mais on a l'impression qu'on le fait uniquement pour notre centre de service scolaire. Et lorsque, par exemple, on a des demandes d'accès à l'information, on répond en fonction de la demande avec les données qu'on a, mais ce sont des données qui ne sont pas toutes comparables. Et là, par la suite, on se fait dire, bien, ils n'ont pas la donnée, alors qu'en réalité, on en a une multiplicité de données. L'autre aspect aussi, peut-être, c'est que dans les plus grands centres de services scolaires, on est plus en mesure de recueillir la donnée, alors que dans les plus petits, c'est plus difficile, cet aspect-là. Vous proposez un élargissement, je dirais, des dispositions pour les services éducatifs à distance. Si je vous lis bien, là, vous proposez d'en élargir l'application par rapport à ce qui est prévu dans le projet de loi. Vous dites carrément, écoutez, dans certains cas, ça pourrait être un moyen de pallier à la pénurie de main-d'œuvre. Nous, on ne va pas jusque-là dans le projet de loi. Expliquez-nous pourquoi vous voulez aller là. On comprend que le sens du projet de loi, c'est pour les situations de catastrophes naturelles, comme on a connu dans le passé, hein, tornade à l'école secondaire Mont-Bleu ou les feux de forêt présentement. Maintenant, il y a tout de même des situations où la pénurie de main-d'œuvre, notamment en régions éloignées, dans les petits centres de services scolaires, où ça peut être plus difficile. Par exemple, un prof de mathématiques à l'école secondaire Paulino à La Sarre, qui doit s'absenter parce qu'il y a une intervention chirurgicale, un prof de secondaire 4. C'est l'exemple que vous nous donnez, là? Non, c'est un exemple fictif. Maintenant, si ce prof-là manque, des écoles secondaires dans le centre de service scolaire de Lac-Abitibi, il n'y en a pas plusieurs. Qu'est-ce qui fait en sorte que cet enseignant-là va être disponible pendant 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, 7 semaines, si son intervention est plus longue que prévu? Bien, il faut être en mesure d'avoir quelqu'un dans la classe qui fait une bonne surveillance, mais quelqu'un qui est en ligne et qui peut enseigner à ces élèves-là. De façon volontaire, peut-être aussi avec une certaine prime, mais je pense que le gros bon sens et la sagesse devraient nous amener vers ces situations-là exceptionnelles qui font en sorte que l'enseignement à distance pourrait être approprié dans quelques cas. Et si je peux me permettre, en permettant ça de façon fluide, rapide et agile, sans complexifier la démarche, là, que ce ne soit pas dans le cadre d'un projet pilote, mais que ça puisse être une réaction très rapide à un contexte très particulier. Oui. En d'autres termes, ne pas nécessairement avoir de projet, vous soumettre de projet pour ça.
Le Centre de services scolaires de Charlevoix trouvait qu'il était intéressant pendant la pandémie d'avoir un certain élargissement de l'enseignement en ligne. Ça, c'est un vrai exemple. C'est un vrai exemple, celui-là. Et avec la fin de la pandémie, dans le cadre d'une pénurie de main-d'œuvre, ils ont trouvé ça un peu plus difficile, cet aspect-là, parce que là, ils étaient un peu plus contraints dans leur souplesse d'offrir l'enseignement en ligne pour un milieu comme les low-code, par exemple. OK. Continuez à illustrer cet exemple-là avec plus de détails. Je ne le connais pas, cet exemple-là. C'est bon. Si à l'île aux Coudes, par exemple, il y a une école secondaire de premier cycle, si pour une raison quelconque, il y a un bris de traversier, ou si pour une raison quelconque, l'enseignant dont je parlais à la SAR a les mêmes difficultés de santé, pourquoi ne pas être en mesure, pendant un temps donné, que ce soit un mois ou quelques semaines, de donner cet enseignement-là, sans nécessairement passer par un projet reconnu par le ministère. Donc, on trouve qu'il y a là une option intéressante et qui va dans un sens qui permettrait d'aller au-delà d'un surveillant d'élèves ou au-delà d'un enseignant non également qualifié qui n'est pas nécessairement à l'aise avec la matière. Et là, les exemples que je donne, bien sûr, c'est au secondaire dans des cas spécialisés. Juste une dernière avant de laisser mes collègues participer à la discussion par une question. Le député de Hall veut intervenir. C'est quoi Alerte ça? Amber. Ah. OK. Ça sonnait. C'est pour ça que ça buzzait si fort. C'est ça, effectivement. Quand vous avez dit je souhaiterais, nous souhaitons comme groupe, si j'ai bien compris, limiter les conditions à l'intérieur desquelles le ministre pourrait renverser une décision de centre de service, vous souhaiteriez que ce soit limité à quoi, par exemple? J'ai le goût de vous dire ce qui est illégal. Okay. Là où on va, au-delà où on transgresse les limites de la loi. D'accord. Vraiment plus à ce niveau-là. C'est la loi qui serait la ligne rouge. Oui, mais par ailleurs, ça n'empêche pas les échanges au préalable. Oui, mais ça, ils sont prévus dans le projet de loi, comme vous le savez. Juste une dernière. Parlez-nous des retombées positives que vous associez à la création d'un Institut national d'excellence en éducation. Un ou deux exemples, là, parce que je ne veux pas prendre le temps de la députée de Hall. Oui, je pense que ça va dans l'espace public crédibiliser ou rendre plus scientifique un champ qui est plutôt considéré comme intuitif, celui de l'enseignement. Et celui de l'enseignement, au fond, s'est professionnalisé énormément au cours des dernières décennies avec les sciences de l'éducation. Et je pense que dans l'opinion publique, cette professionnalisation-là de ce champ-là n'a pas encore percolé. Et je pense qu'avec l'intervention de l'INE dans l'espace public, ça va permettre de faire évoluer cette pensée-là dans la population et de crédibiliser les sciences de l'éducation. Vous dites que ça n'a pas, à votre avis, dans votre perception, pourquoi ça n'a pas percolé? Qu'est-ce qui vous amène à dire que ça n'a pas percolé? Bien, ici, c'est de dire que tous les gens ont intuitivement une opinion sur l'enseignement, sur la pédagogie, de par leur expérience personnelle. Ouais. Mais en crédibilisant ce discours-là avec l'Institut national d'excellence en éducation, ça va permettre aux gens de dire « j'avais un biais en faveur de cette méthode pédagogique-là ou de cette opinion-là, mais je réalise que l'Institut, en diffusant la recherche, peut-être que j'avais pas la bonne opinion finalement, peut-être que je n'étais pas correct. » Donc, je trouve que ça va crédibiliser ce secteur-là des sciences de l'éducation. Intéressant. Merci beaucoup. Merci, M. le ministre. Je cède maintenant la parole à la députée de Hall. Oui, bonjour. Donc, j'ai quelques questions. Quand vous parlez du transfert de données, là, vous nommez des exemples, certificat de naissance, bulletin d'information sur le parcours scolaire. J'imagine que ça inclut les plans d'intervention d'un CS à l'autre. C'est quand même une donnée qui est importante sur une élève qui ne suit pas toujours. Donc, j'imagine que vous avez cette réflexion-là aussi quand vous parlez de ça. Oui, effectivement, c'est le cas. Tout à fait. Parce que je trouve ça important de spécifier. Je voulais voir que c'était correct avec vous à ce niveau-là, donc ça l'est. Ensuite, ça, on l'a abordé abondamment. Ensuite, le baccalauréat. Donc, moi, je comprends
que dans votre tête, le 4 ans, vous trouvez ça trop long? C'est quoi votre réflexion? C'est quoi le nombre d'années pour vous qui serait l'idéal? Puis après, vous semblez parler d'une certaine forme de mentorat, donc qui existe. Là. Il y en a du mentorat, puis il y a des sommes importantes que le gouvernement donne en lien avec ça. Là. Donc, j'aimerais ça vous entendre. Oui. On a précisé dans notre mémoire qu'au fond, après 3 ans, il pourrait être intéressant dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, je situe bien dans un contexte de pénurie, d'avoir ces jeunes qui ont 3 ans dans les classes. Toutefois, ce qui serait intéressant, c'est que lors de cette première année-là de pratique, et probablement la seconde aussi, d'avoir des coachs qui les accompagnent et de leur permettre de suivre en soirée les séminaires de leur dernière année de baccalauréat. Donc, il y a une petite nuance par rapport à ce que vous retrouvez dans notre avis sur ce plan. On souhaite que le baccalauréat soit revu, remanié. D'ailleurs, il n'a pas beaucoup évolué au cours des 30 dernières années, ce bac-là. Alors, je pense qu'il faut le regarder. Mais dans l'état actuel des choses, avec le bac que nous avons, on pense qu'il pourrait être intéressant de permettre, dès la 3e année, aux jeunes étudiants d'aller tout de suite en classe avec un accompagnement. Si je peux me permettre, oui. on pourrait le voir comme un internat en médecine, en fait. On a un enseignant dont la formation théorique est presque complétée, qui va aller faire, dans le fond, l'apprentissage du transfert de cette théorie vers la pratique en étant soutenu, accompagné et en s'appropriant graduellement sa charge de travail. On le voit de plus en plus, là, mais là, c'est pas sur la forme d'une année complète, mais ceux qui arrivent au stage, au 4e stage, finalement, qui sont en stage emploi, dans le fond, c'est de peut-être mieux les soutenir quand ils arrivent d'abord en stage emploi, c'est ce que je comprends, mais vous le feriez sur une forme d'une année complète, donc... Exact. Vous avez mentionné quelque chose d'important également dans ça, la formation. Vous pensez qu'on doit l'améliorer? Moi, je partage cette opinion-là, là, parce que, bon, j'ai fait du terrain pendant de nombreuses années, puis on l'a entendu même dans nos visites d'école, les jeunes qui arrivent se disent que, bon, ils sont pas totalement préparés à faire face là, à tous les enjeux de l'école. Donc, ça aussi, je pense que... Absolument. Absolument. On pense qu'il y a une révision qui est nécessaire. D'ailleurs, votre gouvernement fait plusieurs révisions à l'heure actuelle, que ce soit de programme ou autre. Mais du côté du baccalauréat, il nous semble qu'il y a un peu de travail, dis-je bien, à faire de ce côté. Il ne semble pas avoir évolué beaucoup, alors qu'en informatique, vous savez, après 30 ans, on n'enseigne plus le Fortran. Alors peut-être qu'en éducation, ce qu'on enseignait il y a 30 ou 40 ans, on ne devrait plus l'enseigner. Puis, est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce si je vous demande, là, demain, on change le programme, qu'est-ce que vous cibleriez comme priorité dans cette nouvelle formation initiale? Bien, moi, je vous dirais, demain, on va y réfléchir, puis on va se revoir après-demain, parce que je pense que c'est quelque chose qui nécessite une bonne réflexion. Effectivement, je suis d'accord avec vous sur ce point-là. Quand on parle de la formation continue du personnel enseignant, bon, ici, vous mentionnez avec l'approbation des CS de choisir les formations pertinentes et répondant aux besoins du milieu. Et aussi, j'imagine que vous vouliez peut-être des enseignants puis des enseignantes aussi, parce qu'il peut y avoir des besoins plus individuels. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça aussi? Parce qu'il y a les besoins du milieu, c'est vrai, mais il y a aussi les besoins de l'enseignante et enseignante qui peuvent être bien différents d'un enseignant à l'autre. Est-ce que ça, c'est dans votre réflexion également? Oui, c'est juste. Effectivement, c'est dans notre réflexion. Puis on voit que la très grande majorité des enseignants sur le plan de la formation continue là, sont bien là au niveau du 30 heures. Maintenant, pour les quelques réfractaires qu'il pourrait y avoir, je pense qu'il est important de donner les leviers à la direction d'établissement et à la direction des ressources humaines s'il y avait des difficultés particulières dans le respect du 30 heures. Et on pense que ce 30 heures-là, il devrait être cadré pour une partie, parce qu'il peut y avoir des formations obligatoires, puis parce qu'il peut y avoir aussi des besoins particuliers pour cette personne-là. Et je pense qu'à la suite d'une supervision pédagogique, par exemple, où on s'entend mutuellement sur les besoins, à ce moment-là, l'enseignant pourrait parfaire sa formation. Et également,
Où est-ce que je voulais? Oui, par rapport à ça, mais ça peut venir complètement d'un besoin que le goût, là, sans encadrement, parce qu'il a été encadré, tout ça. Là, ça pourrait venir parce que lui, l'enseignant, selon, mettons, l'Institut donne différents sujets. Tout ne sera pas imposé, hein, le ministre l'a répété fréquemment, mais il pourrait choisir des sujets que lui, l'intéresse plus dans le cadre de son domaine. Ça aussi, ça, je vais être certaine, ça vous allez de ce côté-là. Oui, on pense que l'enseignant doit avoir une marge de manœuvre, une bonne marge de manœuvre sur ses choix de perfectionnement. Par contre, il peut y avoir des situations particulières où là, on souhaiterait avoir certains leviers. Puis il y a aussi des formations obligatoires. Je pense qu'il va falloir bien préciser si les formations obligatoires, par exemple, sont dans le 30 heures. Alors là, c'est peut-être un exemple. Oui, par exemple, conformément à la loi sur le protecteur national de l'élève, il y a une formation obligatoire pour l'ensemble du personnel qui inclut évidemment les enseignants au sujet des actes à caractère sexuel. Donc, est-ce que ces formations-là obligatoires seront comprises dans le 30 heures de formation des enseignants? Donc, ce sera au gouvernement à prendre la décision. Est-ce que vous avez des centres de services scolaires qui avaient des façons de consigner jusqu'à date le 30 heures? On n'a pas nécessairement travaillé sur cet aspect-là. Par contre, on est prêt à regarder une certaine forme de standardisation là aussi là, pour savoir ce qu'on doit bien intégrer dans le 30 heures. Parfait. Merci. Avant de continuer, j'aimerais savoir s'il y a consentement pour que le temps du député de Matane-Matapédia soit redistribué à Madame la députée de Mercier. Consentement. Merci beaucoup. Donc, nous poursuivons avec Madame la députée de Saint-Laurent. Merci beaucoup. Dans le rapport de la vérificatrice générale, il fait mention justement que dans les centres de services scolaires, notamment vers Victorin, a beaucoup de crochets verts qui collectent énormément de données, mais que par contre, ce n'était pas partout pareil. Ce n'est pas généralisé comme pratique. Et on n'a pas de définition nécessairement commune. Je vous donne un exemple. J'ai fait une demande d'accès en matière d'actes de violence. J'ai eu des données très précises dans certains centres de services scolaires où ça pouvait être avec un élève, entre enseignants, ou crachat ou comportement grave, et d'autres que c'était nous ne détenons pas cette donnée. Donc, on ne veut même pas la compiler. Moi, je me demande, vous, si en ce moment on a des centres de services scolaires qui ont déjà des données, qui n'ont pas eu besoin de faire un projet de loi, est-ce que c'est au fond une directive qui devrait être envoyée aussi pour s'assurer que ça soit standardisé? Oui, on est à l'aise avec ça, je pense, la standardisation. Déjà, on a travaillé les cadres à la standardisation des rapports annuels au cours des dernières années. Alors, on est prêt à regarder cet aspect-là des choses aussi. Parce qu'au fond, on veut que le travail que l'on fait rende service au réseau et rende justice aussi aux objectifs de transparence et d'imputabilité que le présent gouvernement a, mais que tout gouvernement également souhaite. Je veux vraiment prendre plus de temps sur la formation à distance. Lors de la pandémie, évidemment, tout le monde essaie de mettre l'épaule à la roue, trouver des solutions. Rapidement, ça a été une suggestion qui venait de partout, de justement faire la formation à distance. Là. Vous savez, à l'impossible, nul n'est tenu, mais au moins, on a vraiment, tout le monde, essayé d'aider le plus possible. Ça partait d'une bonne volonté. Il y a eu des achats qui ont été faits pour installer des caméras dans les classes, pour essayer de faire des groupes en alternance. Mais par la suite, on a eu le rapport de la vérificatrice générale qui a dit qu'on a dû mettre ça sur pause pour des raisons de confidentialité. Est-ce que vous avez trouvé de votre côté une voie de passage, parce qu'on a quand même un rapport de la commissaire, la vérificatrice à ce sujet-là? La confidentialité, ce n'est pas nécessairement un aspect sur lequel on s'est arrêté comme tel. Maintenant, sur la question de l'enseignement à distance, il y a un des éléments sur lesquels j'aimerais revenir et qui concerne tout le soutien que les cadres DTI offrent. On a fait des achats massifs pendant la pandémie de matériel. Et là, on a ce qu'il nous faut actuellement. Mais il va falloir voir, par exemple, dans 2, 3 ou 4 ans, à mettre à jour ce matériel-là et à le racheter. Et il ne faudrait pas être l'univers, tout le monde ensemble, à acheter le matériel en même temps. Bien, ma question est vraiment précise, puis le temps est serré. C'est beau, je m'excuse. C'est que même s'il y a eu des investissements là, à coût de millions pour l'achat de matériel, en ce moment, on ne l'utilise pas parce que la vérificatrice le mentionne, c'est qu'il y a un enjeu légal.
Alors, même si demain matin, le ministre il ajoute de l'argent, on n'est pas plus avancé. Il y a du matériel qui a été acheté, mais qu'on n'a pas été en mesure d'utiliser. Et là, en ce moment, il y a le rapport de la Commission de l'accès à l'information du Québec qui a été déposé. Je pense que tout le monde a maintenant accès à ce rapport-là qui a été déposé. Et oui, sur greffier. Alors, j'imagine, probablement que vous n'avez pas eu le temps de le lire parce qu'il vient juste d'arriver, mais encore là, on fait mention de préserver les droits des élèves, de leurs parents, d'assurer évidemment que le ministre puisse avoir des informations, mais de s'assurer de préserver les droits fondamentaux des élèves en matière de renseignement privé. Là. Donc, j'essaie de voir une voie de passage parce que d'un côté, si les élèves sont en classe, vous savez, certains élèves qui ont des besoins particuliers. Mais les autres élèves ne le savent pas nécessairement. Ils ne savent pas que tel élève a un plan d'intervention, que tel élève a besoin de ci, que tel élève il y a ci. Puis on fait attention à cela parce qu'on ne veut pas ostraciser certains élèves non plus. Là. Alors, s'il y a une caméra dans la classe, c'est ça l'enjeu qu'ensemble légal qu'on fait tous face dans ce moment-là. Est-ce que ça, vous les avez réfléchi? Je pense que c'est une question qui mérite réflexion. Puis c'est une question qui doit aller en profondeur. On est prêt à regarder cet aspect-là des choses, mais disons que dans le cadre du projet de loi, c'est pas quelque chose qu'on a regardé plus spécifiquement. OK, parce que là, il y a une question de formation à distance. Puis, juste pour être sûr, tantôt, vous avez dit oui pour le secondaire, donc je conclus par déduction non pour le primaire. Non, pas nécessairement. OK. Pas nécessairement. Les exemples que j'ai donnés sont plus pour les spécialistes du secondaire, mais il pourrait y avoir certaines situations au primaire où ça pourrait être intéressant. Maintenant... Avez-vous des exemples? Non, pas spécifiquement, mais encore là, c'est dans le cadre d'une pénurie en milieu éloigné où il n'y a pas nécessairement de remplaçant, mais où il pourrait y avoir, par exemple, un bon surveillant en classe qui fait sa gestion de classe avec quelqu'un qui est en ligne. Mais une chose est importante ici. On souscrira toujours au principe de l'importance d'avoir un enseignant dans la classe. Ça, ce sera toujours pour nous fondamental. Les cas que j'évoque, on en a parlé un peu plus longuement aujourd'hui, sont des cas exceptionnels. Donc, c'est dans des situations exceptionnelles, mais ça va nécessiter des solutions exceptionnelles. Il faudrait donc permettre au centre de service scolaire, de notre point de vue, dans ces situations exceptionnelles-là, de pouvoir avoir recours à l'enseignement à distance. Je dois vous avouer que moi, ça... Parce que depuis quelques années maintenant, en région éloignée, c'est plus exceptionnel. Là. C'est rendu pratiquement la gestion là, qui est la suivante. C'est pas parce que vous manquez de bonne foi, c'est que vous faites face à une réalité qui est accablante et que non seulement on a la difficulté à retenir nos ressources, mais c'est pire en région éloignée parce qu'il faut les attirer et les conserver. Et on a vu que dans certaines régions, là, à partir du mois de janvier, ils sont rendus à leur 7e remplaçant. C'est pas parce que vous manquez de volonté, c'est une réalité. Alors moi, j'ai peur que les régions éloignées, ça devienne des élèves qui, eux, vont avoir un parcours qui va être complètement différent des grands centres. Et ce qu'on propose, au fond, c'est pour assurer la meilleure équité possible des services aux élèves qui soient nés au nord du Lac-Saint-Jean ou en Abitibi ou encore à Montréal. C'est pour ça qu'on pense que, dans les circonstances, c'est la meilleure des mesures dans certains cas particuliers où il y a une pénurie qui n'est pas résorbable. Bien, peut-être que c'est une déformation professionnelle. Là. La fiscaliste en moi a le goût de dire, mais c'est parce que là, on vous propose ça, mais si on vous propose des leviers fiscaux pour être en mesure d'attirer des gens, je donne des exemples. Là, le boni de 7 000 pour aller en région éloignée, les gens vont dire, bien, après impôt, moi, il me reste 3 000 3 500 il faut dire, laisse faire ton 3 500 sur l'année. Mais il me semble qu'il devrait avoir aussi des leviers, peut-être, fiscaux. C'est entre avoir un enseignant que j'avais peut-être payé un peu plus cher, un psychologue, un psychoéducateur. Sinon, écoutez, les gens, moi, ma compréhension, c'est qu'en région éloignée, ça va être à distance, là. C'est juste. Et quant aux possibilités ou aux solutions, bien, on n'a pas nécessairement se porté attention à ça. Mais s'il y a des leviers fiscaux qui permettent d'attirer plus de gens, bien, c'est sûr que ce sera la meilleure solution dans les circonstances. Je vais faire des propositions. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Il reste 2 minutes. Ah, mon Dieu, je pensais qu'il restait 30 secondes. Alors je m'étais comme pressée. Ah, bien là, permettez-moi. Si vous permettez, l'INI, je pose la question à tous les groupes. Au niveau de l'indépendance de l'INI, est-ce que nous, on pensait déposer un amendement pour que ça ressemble à l'INES, qui est le pendant en santé, qui a vraiment une indépendance totale? Est-ce que ça, vous êtes à l'aise avec ça? Pour l'INI.
Pour l'INE, je vous dirais que notre grande préoccupation était l'AFP et la FGA, on l'a mentionné. Oui. Sa composition aussi de son conseil d'administration. On souhaiterait un conseil d'administration là, qui se colle davantage à celui de l'INES. Un bon concentré de matière grise comme membre du conseil d'administration. Pour nous, ça, c'est important. On voit peu de gens du côté universitaire aussi là, dans ce conseil d'administration-là. Alors, peut-être qu'une personne de plus, là, ce ne serait pas nuisible, loin de là. Et des gens qui ont une vision systémique du réseau d'éducation aussi. Donc, nous, cadres des services éducatifs, sont des gens qui ont passé dans différents postes au sein du réseau, puis des directions générales aussi qui sont absentes et qu'on souhaiterait voir présentes là, au sein du conseil d'administration de l'INE. Donc, beaucoup plus de parties prenantes qui ont aussi les yeux, les oreilles et surtout leurs pieds dans l'école. Oui, c'est ça. Et des gens qui ont une expérience et des gens qui ont une vision qui est vraiment de système, ça nous apparaît important. Et éventuellement, bien, s'il y a différents comités à mettre en place, des comités délibératifs ou encore des comités scientifiques, bien là, ce sera libre au conseil d'administration de déterminer. Sur le conseil d'administration aussi, il doit y avoir des gens qui sont capables, sur le plan des comités, là, finances, stratégie, ressources humaines, de mener, de piloter aussi ces comités-là. Ce sont des principes importants en matière de gouvernance. Alors ça, on tenait à le souligner également. Parfait. Puis au niveau du Conseil supérieur de l'éducation, est-ce qu'on est capable d'avoir l'INE qui fonctionne et de conserver dans son intégralité le Conseil supérieur de l'éducation, selon vous? Nous, En 20 secondes. Pardon? Ah, très bien. Alors, ce qu'on souhaiterait, c'est un mécanisme de consultation et de coopération entre les deux, parce que l'éducation, c'est quand même un continuum là, entre le préscolaire et l'universitaire. Donc, on souhaiterait qu'il y ait un mécanisme de concertation entre les deux organisations. Merci beaucoup pour la concision de votre propos et surtout la clarté. Merci. 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 Je cède maintenant la parole à Madame la députée de Mercier. Et merci beaucoup pour votre présence et votre présentation. J'avais un peu la même question par rapport au Conseil supérieur de l'éducation. Je n'étais pas sûre dans votre mémoire. Vous trouvez donc que c'est une bonne idée de le maintenir pour avoir ce continuum, puisque le projet de loi, en fait, l'ampute d'une partie de sa mission. Très bien, c'est clair. Par rapport à l'enseignement à distance, là, j'ai lu ce que vous proposez puis les discussions que vous avez eues. Pour vraiment être certaine, parce que comment vous l'écrivez, là, c'est élargir l'offre services éducatifs à distance. Puis là, vous le dites que c'est à cause de la pénurie de main-d'œuvre. Puis là, vous ajoutez par souci d'équité. Il y a eu des groupes qui sont venus puis qui ont dit, justement, ils ne voulaient pas que ça devienne la solution à cause de la pénurie de main-d'œuvre. Mais vous dites que c'est quand même important parce qu'on est pris avec cette situation-là, même si vous préférez que ce soit l'enseignement à distance. De quelle façon est-ce que vous partagez les risques du fait d'écrire ça, de le garder élargi comme ça, l'enseignement à distance, dans le projet de loi? Vous partagez les risques qui avaient été, qui ont été émis là, par les autres groupes sur le fait que ça devienne ouvert, là, l'enseignement à distance. Parce que vous dites qu'il faut baliser, mais ce n'est pas balisé dans le projet de loi. Ici, on est dans une situation, je vais dire, de guerre. On est dans une situation exceptionnelle. Quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, des décisions exceptionnelles ont été prises. Là, on n'est pas en guerre dans le sens littéral du terme. Mais on a une sorte de guerre à faire à la pénurie de main-d'œuvre, puis il faut être pragmatique. Donc, le pragmatisme ici, pour nous, est de dire, ce n'est pas la meilleure solution. La meilleure solution, c'est d'avoir un enseignant en classe. À l'impossible, dans l'impossibilité de, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est la meilleure solution? Avoir un surveillant d'élèves, point, ou encore d'avoir un enseignant d'élèves avec, dans cette situation exceptionnelle-là, quelqu'un qui est là, en comodal, puis qui enseigne pour un temps limité. Moi, être parent d'un enfant, dans une situation où le centre de service scolaire me dit « je ne peux pas avoir de prof de physique ou je ne peux pas avoir de prof de chimie », je dirais « bien, c'est correct pour un mois, faites-le ». Mais c'est ça, vous dites élargir parce que dans le projet de loi, il faudrait donc le baliser parce que le ministre nous dit tout le temps, je ne peux pas juste fonctionner par projet pilote, mais là, il y a, vous parlez de la guerre, mais il y a eu la COVID. On est obligé de le faire, donc on n'est pas obligé de remonter très loin. Ça. C'était comme une forme de guerre. Et donc, les projets pilotes, c'est pas mieux, dans le cadre d'un projet de loi, d'attendre les résultats peut-être du projet pilote, puis après ça, de vraiment spécifier pour que ça reste exceptionnel. Parce que si on garde ça ouvert, je sais pas, j'ai peur qu'il y ait des dérives, mais vous ne pensez pas qu'il va en avoir? Moi, je ne pense pas. Okay. Avec la situation qu'on vit, je pense qu'il faut faire confiance au professionnalisme des gens au service éducatif. Okay. Donc, pas plus de balises dans le projet de loi tel qu'écrit, ça vous va?
Ça nous irait, mais dans la mesure où il y a ce petit élargissement-là, ou la définition de situation exceptionnelle qui pourrait inclure une situation où dans l'impossibilité d'avoir quelqu'un dans la classe. Je comprends. J'ai posé la question à plusieurs des organisations. Vous êtes 3 associations de direction de cadre de centres de services scolaires qui avaient participé, en fait, qui avaient écrit un mémoire là, dans le cadre des règles budgétaires. Puis ça a été remarqué, là, le fait que vous disiez qu'il faudrait vraiment s'assurer que les projets pédagogiques particuliers soient ouverts à tous les élèves sans égard aux notes et à l'argent. Ça, c'est une évolution. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau que vous mettez de l'avant publiquement, le fait de l'ouvrir sans qu'il y ait de sélection, les projets particuliers, ou c'est juste que là, vous l'avez écrit, mais c'est une position que vous aviez? Est-ce que vous avez cheminé? C'est ça que je voulais savoir. Comment vous dites? Est-ce que vous avez cheminé sur cette idée-là de ne plus faire de sélection pour les projets particuliers dans les écoles publiques? On n'a pas nécessairement eu de position associative là-dessus, mais nous ne sommes pas contre cette idée-là. On trouve que ça permet aux jeunes de les rattacher à l'école lorsqu'ils font partie d'un projet qui les motive. Et donc, si c'est une mesure qui leur permet de les accrocher à l'école plus longtemps, nous sommes en faveur de ça. Mais on n'a pas nécessairement... Est-ce que c'est possible? Parce que là, il y a une sélection à cause du privé. Vous savez pourquoi cette sélection existe? Parce qu'il y a comme une concurrence du public avec le privé. Est-ce que c'est quelque chose, juste le dire, le principe, puis le ministre ne croit pas qu'il y a une école à 3 vitesses? Est-ce que c'est possible dans nos écoles de faire ça? Comment est-ce qu'on s'assure? C'est chaque école qui décide elle-même qu'il n'y ait plus de ségrégation, puis elle y réfléchit par elle-même, ou c'est par centre de service? Comment est-ce qu'on s'assure que ce soit réel et non pas juste un vœu pieux mentionné, puis que ce soit sur les épaules de chaque direction d'école avec tous les élèves? Il n'y en a pas tant que ça, qu'il n'y a pas de sélection. Oui. Je laisserai peut-être ma collègue répondre. Volonté ferme que ce soit accessible de la part à tous. de la part du gouvernement, bien sûr. Du gouvernement. Ouais. Bien sûr que ça prend ça, parce qu'après ça, ça va être un changement de culture, qu'on se le dise. Hein? Dans les milieux, il y a effectivement une certaine clientèle qui est admise dans certains programmes. Les enseignants trouvent un certain confort là-dedans également. Donc, une position ferme permettra aussi de faire un virage. Puis, on pourrait donc aller à l'encontre de cette concurrence qui existe entre les écoles publiques et privées sans toucher aux écoles privées. C'est ce que l'on souhaiterait. OK. Maintenant, est-ce que c'est possible? C'est peut-être pas à vous de répondre à ça. Un autre aspect aussi, là, qui est tout celui de l'organisation scolaire. Alors, s'il y a des projets éducatifs ou des programmes particuliers dans certaines écoles, bien aussi, il y a toute la question là, de la gestion de la clientèle à considérer. Là, parce que dans certaines écoles secondaires, on ne pourra pas offrir une multiplicité de projets. Alors, il y aura peut-être là des choix à faire. Qu'est-ce qui fait que vous ne pouvez pas avoir une multiplicité dans en fait, certaines? c'est que si, par exemple, on a une école secondaire de 800 élèves, ouais. Ça va peut-être être à la fois difficile d'offrir du PEI, du sport, de la culture, etc., parce que les écoles secondaires n'ont pas toutes 2000 élèves. C'est ce que je veux mentionner. Okay. Donc, à partir du moment où tu en as une plus petite, bien, il faut peut-être qu'un gamin dise, bien, très bien, moi, je vais aller à l'autre école secondaire, mais dans la mesure où, évidemment, le transport puis la possibilité de fréquenter une autre école. On s'éloigne de l'école de quartier. Oui, c'est ça. Ouais, ça. Puis, donc, par rapport à l'indépendance, vous en avez parlé tantôt, l'indépendance de l'INE, que c'est important, que ça reste indépendant, qu'il y ait des gens sur le CA des centres de direction là, ou de centres de services scolaires, mais aussi des chercheurs oui. pour vous assurer, pour avoir les données probantes. Très bien. Je ne sais pas combien de temps il me restait. Il vous reste 2 secondes. Ah, mon Dieu, mais je n'étais plus habituée d'avoir autant de temps. Merci. Merci infiniment pour votre contribution à ces consultations. Donc, la commission suspend ses travaux quelques instants, le temps d'accueillir notre prochain groupe.